toutes. Vous êtes sur les bonnes ondes et c'est l'heure de votre lundi-interview. Aujourd'hui, nous sommes avec Anthony Abi-Anna comme invité et je ne serai pas tout seul pour faire ce lundi-interview puisque je suis accompagné de Mathis. Salut Mathis! Salut, bonjour à tous. On a aussi Anthony, évidemment, notre invité. Bonjour Anthony, qui est stagiaire à la Cour de justice de l'Union européenne. Si tu veux te présenter ou présenter la Cour de justice de l'Union européenne tout d'abord, et puis la fonction que tu exerces là-bas peut-être? Alors, merci de me recevoir pour cette interview sur votre radio. Je m'appelle Anthony Abiana, j'ai 25 ans et je suis ancien étudiant de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. J'y ai effectué mes études depuis 2015 et aujourd'hui je suis stagiaire à la Cour de justice de l'Union européenne auprès de monsieur le juge Chouereb, juge maltais de la Cour. Peut-être avant de creuser un petit peu sur ce que fait justement la Cour de justice de l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours? Donc, tu as été étudiant à l'AFLD. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je suis arrivé en première année de droit en licence européenne en 2015, il me semble, après une prépa littéraire à Paris. Je suis un peu arrivé à la Cato par hasard, notamment dans le cursus de droit, ce à quoi je ne m'y attendais pas vraiment. Et je me suis dit, je vais prendre une chance là-dessus, je vais découvrir un peu ce qu'est ce petit monde. Et finalement, je m'y plaisais énormément. Suite à quoi j'ai fini 3 ans de licence en droit européen et peut-être un peu indécis comme certains licence 3, j'ai décidé d'opter pour un master très enrichissant qui est le master 1 droit international et européen 100% anglophone, qui Oui, à la d'accord. fois le droit plutôt privé, droit des affaires, ainsi que le droit des organisations internationales et donc axé un peu plus vers le droit public international. D'accord, ok. C'est assez amusant parce que j'ai l'impression qu'on est tous arrivés en droit un petit peu par erreur ou par défaut, c'est terrible. Je ne dis pas que Alors c'est une que erreur ou un défaut, mais en tout cas, les circonstances ont fait que euh, c'était une chance à saisir et voir ce que ça ouais, donnait. Et puis, ça a très très bien fonctionné pour le coup. bon, Et c'est suite très à bien mon ça. master 1, du coup, j'ai choisi d'intégrer le master 2 droit international et européen avec la spécialité affaires et concurrence, qui a un énorme avantage aussi, un master bilingue, très axé droit de l'Union et qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui, notamment avec les 2 dernières expériences que j'ai eues et j'espère continuer à rester aussi fructueux par la suite. C'était un master 2 qui suivait complètement le master 1 ou c'était une sorte enfin comment dire, ou c'était une sorte de rupture avec le master 1? Tu as dû repostuler pour un nouveau master 2? Je ne vais pas faire la promotion Non, bien sûr. des filières euro et internationales de la fac, mais en effet, les 3 Master 1 DIE, donc droit international européen, euh, 2 très spéciaux, Master 1 droit des organisations internationales, suivi par le Master 2 droit de l'homme, sécurité et développement, et le Master 1 DIE affaires, suivi par le Master 2 DAC, droit des affaires et de la concurrence. Et le Master 1 100% anglophone regroupe les matières fondamentales de ces 2 Master 1 et permet de choisir Ouais. un Master 2 l'un ou l'autre. D'accord, ok. Ok, ouais. Donc, après toutes ces années de cursus au sein de la FLD, tu es aujourd'hui stagiaire au sein de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est justement cette Cour de justice de l'Union européenne, notamment pour les premières années, tout comme moi, qui commencent tout juste leur cursus, et aussi quelles sont pour toi les qualités humaines, les compétences, les qualifications qu'il faut avoir pour occuper un tel poste? La Cour de justice fait partie des 7 institutions de l'UE qui traitent du contentieux qui peut émaner soit des juridictions nationales vers l'Union européenne, soit pour des litiges entre les États membres, ou quand il y a des actions portées devant la Cour par la Commission contre des États membres. Bien sûr, l'accès à la Cour peut également être ouvert aux individus citoyens de l'UE dans le cadre de quelques recours très précis, mais le gros du travail de la Cour est de traiter les demandes de décisions préjudicielles qui émanent des juridictions nationales. Accéder à un tel poste, je ne pense pas qu'il y ait de qualité prérequise, sincèrement. Bien sûr, les connaissances fondamentales du droit de l'Union, du droit, de la manière de fonctionner, etc., ce sont des atouts, mais n'importe quel étudiant qui travaille suffisamment est capable de les savoir. Euh, je pense, de ce que j'ai vu aujourd'hui, il faut avoir un esprit
relationnel et de travail assez important. D'abord, au niveau du relationnel, c'est parce qu'on est amené à côtoyer beaucoup de gens de cultures complètement différentes. Et il faut pouvoir interagir avec eux. Il faut pouvoir maintenir une bonne discussion, un échange de points de vue en prenant en compte l'héritage culturel de chacun et les différents points de vue, les politiques nationales sûrement aussi, quand il s'agit vraiment de traiter le droit dans le fond, mais également de pouvoir travailler avec son équipe dont les membres viennent différentes, pardon, de différents endroits. Oui, c'est ça, il y a des cultures complètement différentes en fait. Absolument, absolument. C'est très multiculturel, c'est franchement très enrichissant et intéressant. Mais surtout, il faut travailler très très dur, euh, euh, être très synthétique, très rigoureux, très proche du détail, très attentif à toutes les petites choses qui peuvent paraître euh, non Anodine, ouais. importantes ou anodines, Ouais. mais qui en réalité font toute la différence. C'est pour ça qu'en arrivant à la cour, je me suis dit, j'aurais peut-être mieux fait d'écouter un peu plus la méthodologie quand j'étais étudiant. Notamment la méthodologie de la note de synthèse, peut-être? Alors, je n'ai pas fait de notes de synthèse, je n'ai Ah, pas besoin de faire de notes de synthèse ici. Je fais des notes, oui, pour quelques dossiers, mais ce n'est pas l'essentiel de mon travail. d'accord. C'est vrai que ça pourrait beaucoup aider, mais ce n'est pas le plus important. À mon avis, en tout cas. Et t'as dit que t'as dit que c'était beaucoup de relationnel, notamment parce qu'on discute et d'ouverture d'esprit, j'imagine, notamment parce qu'on discute avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture ou qui viennent pas forcément des mêmes endroits. Et justement, en fait, moi, enfin, la question que je me posais, c'est quelle langue ça parle en fait? Est-ce que tout le monde parle en anglais? Ou est-ce que, par exemple, j'avais entendu dire que la Cour de justice de l'Union européenne, à l'origine, on y parlait en français. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, ou on rédigeait les arrêts en français, je ne sais plus très bien. Mais je ne sais pas si ça a changé ou si c'est toujours le cas. Alors, d'abord, le relationnel, déjà sur un plan plus personnel, quand on arrive, on est une soixantaine de stagiaires, il faut faire connaissance les uns Oui. avec les autres. Donc, on se retrouve avec des stagiaires de 27 pays différents. Entre nous, la plupart du temps, on utilise l'anglais, Mm. car c'est la langue la plus simple, en tout cas pour communiquer. Oui. Mais la langue de travail demeure le français, en effet. C'est pratique ça. Ouais. C'est très pratique, mais c'est également un peu un challenge à relever pour d'autres collègues qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue. Mais voilà, c'est notre langue de travail. En revanche, il y a quand même 24 langues officielles dans l'Union européenne. Et l'accès à la justice doit être le même pour tout le monde. Tout le monde est en droit de connaître ses droits, tout le monde doit connaître ses droits et tout le monde doit pouvoir voir quel est le travail fait par l'Union. C'est pour Mhm. ça que je ne sais pas si vous visualisez un peu la cour, à quoi elle ressemble. Il y a 3 magnifiques tours, dont 2 Ouais. sont réservées au service de traduction. L'intégralité des communications de la cour et des arrêts sont rédigés, sont traduits dans toutes les langues officielles de l'Union européenne pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout est disponible en ligne et sur le site de la cour évidemment. Donc Mm. chaque affaire a une langue de procédure. Donc l'arrêt sera lu dans la langue de procédure et ainsi que les communications, tout sera traduit, mais il y aura une langue de procédure officielle. En revanche, la langue de travail dans le cabinet, en tout cas, demeure le français et tout est publié dans toutes les langues officielles de l'Union. D'accord, ok. J'imagine qu'en plus de ça, c'est pas un simple travail de traduction parce que la manière dont vont être rédigés les arrêts, les termes qui sont utilisés, etc., ont vraiment une très lourde signification puisqu'on parle d'arrêt. Pour n'importe quel étudiant en droit qui a déjà étudié les arrêts, il se rend bien compte que les termes, ils ne sont pas choisis par hasard normalement. Donc, je comprends, oui, qu'il y ait 2 tours parmi les 3 qui soient utilisés pour le service de traduction parce que ça doit vraiment être un gros travail, surtout dans 24 langues. Tu parlais de l'organisation. Moi, c'est pareil, je ne suis pas un très grand professionnel des institutions de l'Union européenne, malheureusement. Pareil, j'avais entendu dire que la Cour de justice de l'Union européenne s'est divisée en 2. Alors, c'est peut-être un petit peu plus technique comme truc, mais je crois qu'il y a un tribunal et une cour au sein même de la Cour de justice. Absolument. Je me permets de rebondir sur ta question précédente, ou en tout cas Oui, sur ta bien sûr. remarque, concernant le choix des mots, la difficulté de la traduction. Il y a un métier, un corps de métier qui s'appelle juriste-linguiste. Des juristes qui sont spécialisés dans l'écriture juridique, donc, notamment de la traduction ou même l'interprétation.
Donc, ce sont des gens qui connaissent le droit et qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire et qui sont capables de traduire d'une langue à l'autre en restant très fidèles sur la formulation de la langue de procédure initiale. Parce qu'une traduction d'une langue à l'autre peut peut-être modifier le sens que l'on voudrait donner, mais là, le travail est de faire en sorte que tout soit uniformisé et qu'on puisse avoir le même sens qui ressort dans l'intégralité des différentes langues. Ok. En effet, maintenant sur la question de l'organisation de la Cour, il y a en effet la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le nom que l'on donne à l'intégralité de l'institution. Donc, dans la CJE, on retrouve le tribunal de l'Union européenne, qui est, entre autres, je dis bien entre autres, sauf exception, la juridiction de première instance au niveau du droit de l'Union européenne. Et à la Cour, 27 juges, donc un juge par pays membre de l'Union européenne. D'accord. Ouais. Ah, c'est pas énorme par contre ça pour la Cour. En effet, on pourrait penser que 27 juges à la Cour, ce n'est peut-être pas assez, mais à côté des 27 juges, il y a également des avocats généraux qui sont nommés par les États membres, qui vont travailler en même temps que les juges siégeants. Euh, un juge à la CJE ne statue jamais seul. La formation pour toutes les affaires est une formation collégiale. Il y a 10 chambres à la Cour, 10 chambres qui vont être composées soit de 3, 5, 7 ou 10 juges, voire l'Assemblée plénière ou la Grande Chambre. L'Assemblée plénière étant la plus grande composition de juges pour une affaire. Chaque juge va être chargé d'une affaire en tant que juge rapporteur sur lesquels je reviendrai juste après. Et qui va la présenter en délibéré à ses collègues et qui vont décider de la formation de jugement. Mais 27 juges me paraît absolument suffisant car ça permet une belle représentativité des membres de l'Union européenne et en même temps va permettre d'assurer le droit conformément et de manière harmonisée à tous les États membres et à tous les citoyens de l'Union. Concernant la procédure d'une affaire devant la Cour, globalement, comme je vous l'ai dit, on traite essentiellement des demandes de décision préjudicielle. À cet effet, la demande de décision préjudicielle est envoyée à la Cour par la juridiction nationale. Il y a un premier pré-examen de l'affaire qui va dire est-ce qu'elle est recevable, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que la réponse doit être faite par ordonnance car elle serait manifestement inadmissible ou est-ce que cela passe en délibéré ou non. Quand l'affaire passe la première étape d'examen, elle est attribuée par le président de la Cour à un membre de la Cour, donc un juge, qui aura la fonction de juge rapporteur par rapport à une affaire précise. Le juge rapporteur, en délibéré, va proposer soit de dire cette affaire est manifestement inadmissible, soit proposer d'entendre les parties et notifier l'affaire aux parties. Si l'affaire est notifiée, les parties vont être invitées à soumettre leurs observations et les parties intéressées, par exemple des États membres, peuvent soumettre leurs observations également. Une fois le dossier constitué, le juge rapporteur aura pour rôle d'instruire l'intégralité de l'affaire en proposant un premier rapport préalable qui sera proposé au délibéré ou envoyé à l'avocat général lorsqu'il est décidé que l'avocat général va rendre des conclusions là-dessus. En effet, ce rapport va reprendre les observations des parties et les vues du juge rapporteur sur comment cette affaire devrait être traitée, quelle est la formation de jugement qui est proposée et s'il y aura des plaidoiries ou des questions orales lors des plaidoiries ou des questions écrites qui seront envoyées aux parties pour pouvoir avoir des clarifications avant de passer aux plaidoiries. Une fois que le délibéré des juges a validé ou non la formation de jugement, ils peuvent dire par exemple une chambre à 3 juges n'est pas suffisante, il faudrait plutôt avoir une chambre à 5, 7 ou plutôt passer en grande chambre selon l'importance de l'affaire. Les plaidoiries, les parties vont être entendues par la Cour, suite à quoi, lorsque il en a été décidé ainsi, l'avocat général rendra ses observations, ses conclusions par rapport à l'affaire qui va donner lieu à la rédaction des motifs, donc de l'arrêt qui répondra à l'affaire.
Ah oui, d'accord. Ok. Oui, c'est très codifié comme truc, oui, effectivement. C'est très codifié, en effet. D'accord, c'est super intéressant de comprendre un peu plus de manière théorique comment ça fonctionne. Moi, je me posais une question plus sur la pratique aussi. Donc, tu es stagiaire auprès du juge maltais, donc de la Cour de justice de l'Union européenne. Concrètement, tes journées, à quoi ça ressemble? Mes journées. Alors, je prends toujours un café en arrivant, si c'est ce que tu veux savoir. Euh, j'ai pas de journée type, à vrai dire. Euh, je- je- on voit bien qu'on est dans des circonstances très particulières en ce moment. Donc la cour est un peu vide, même les rues ici sont un peu vides. Donc je travaille un peu à la maison et un peu sur place, ça dépend. Il n'y a pas de journée type, on nous confie nos dossiers. On travaille avec les référendaires principalement. Les référendaires sont des personnes qui travaillent avec le juge dans un cabinet et qui vont l'assister dans toutes les démarches, dans toutes les procédures. Euh, c'est quand même une charge de travail assez considérable pour un juge, donc les référendaires travaillent avec lui ou avec elle. Euh, et on peut à la fois être chargé de dossiers de juges siégeants ou de juges rapporteurs. Je viens de vous dire ce que c'est un juge rapporteur. Mhm. C'est celui qui va instruire entre autres l'affaire au début. Et juge siégeant, c'est un juge qui fait partie de la chambre, qui va juger une affaire ou qui va entendre les parties sur une affaire en particulier. Et en ce sens, il doit avoir une parfaite connaissance du dossier. Donc, notre travail aussi, c'est d'éclairer au maximum le fond du dossier, les points juridiques qui ont été soulevés, afin que le juge puisse prendre totalement connaissance de, de cette affaire. Ça, les journées, il y a beaucoup de recherches juridiques notamment. On est là pour apprendre avant tout en tant que stagiaire et se rendre utile avec ce qu'on apprend. Beaucoup de recherches sur des dossiers, beaucoup de rédaction, soit de notes, soit participation à des rapports préalables. Également, la réflexion, beaucoup de réflexions communes sur l'issue d'une affaire, sur comment on peut la traiter, quels sont les enjeux, etc. Quel est le droit de l'Union applicable, parce que parfois, voilà, la plupart du temps, on est sollicité pour une interprétation du droit de l'Union. Mhm. Donc, il faut également voir tout ce que la Cour a dit auparavant pour pouvoir apporter une réponse claire et cohérente avec la jurisprudence antérieure, pour le coup. Mais justement, ça, c'est une question hein, qui va peut-être te paraître bête, mais pour beaucoup de nouveaux juristes, on va dire de bébés juristes, comme ça s'utilise souvent comme terme, qu'est-ce qu'elle juge en quelque sorte, la Cour de justice de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'elle va censurer et sur quoi est-ce qu'elle se base en quelque sorte? Sur quel texte? Le droit de l'Union est composé essentiellement des traités. Donc, le Ouais. traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux euh, de l'UE. Ça, c'est le droit primaire. Après, on a tous les Mhm. règlements, toutes les directives, les recommandations, les opinions. Chacun de ces instruments a sa force légale, selon l'article 288 du TFUE, et c'est ce qui va constituer, entre autres, le droit secondaire. Il est admis et reconnu et consacré par la jurisprudence de la Cour depuis 1964 dans l'arrêt Costa contre Enel que le droit de l'Union européenne a un effet de primauté sur le droit national. Et ce, peu importe la nature du texte législatif national, qu'il émane du pouvoir législatif ou que ce soit un acte réglementaire, le droit de l'Union prime toujours. C'est pour ça qu'une norme nationale qui serait contraire au droit de l'Union doit rester inappliquée ou doit être modifiée. Donc, tout ça va se diviser en certaines compétences. C'est des compétences attribuées, c'est des compétences, entre autres, figées, exclusives, partagées ou de support ou coordination. Et en fonction de cela, quand il y a un litige devant une juridiction nationale, la Cour peut connaître de ce litige quand ça concerne un point de droit de l'Union. Comme je l'avais dit, essentiellement, on traite des demandes de décision préjudicielle. Donc, c'est l'article 267 du TFUE. Soit une juridiction nationale se retrouve dans la dernière phase des recours ou des moyens nationaux, elle se trouve obligée de poser une question à la CJE pour qu'elle puisse avoir une réponse sur l'interprétation et l'application et la validité d'une norme européenne, soit à n'importe quel moment d'un procès ou d'une affaire, même en première instance, le juge peut suspendre l'affaire et poser une question à la Cour pour savoir comment va s'appliquer le droit de l'Union dans cette affaire.
Ça, c'est au niveau des juridictions nationales. Après, la Cour va également connaître des recours ou des actions qui ont été portées devant elle par la Commission ou par un autre État membre. La Commission et le Conseil de l'UE peuvent décider d'assigner un État membre devant la Cour pour manquement ou pour carence ou autre. Par la même occasion, un État membre peut assigner un autre État membre devant la Cour quand il considère qu'il y a un manquement ou violation du droit de l'Union dans l'application de son droit. J'imagine que c'est pas très courant de voir un État se faire assigner par un autre quand même. C'est un petit Pas peu. très courant, ce n'est pas très courant, c'est pour ça que le plus gros du travail de la Cour reste les demandes de décision préjudicielle. Et c'est sur n'importe quel acte national en fait du coup. C'est toujours quand ça concerne une institution ou Oui. le droit de l'Union européenne. Mais la question n'est pas de régler le litige au fond, on ne peut pas, ce n'est pas notre travail, mais c'est de donner une réponse de comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer le droit de l'Union à cette affaire, prononcer des sanctions contre des manquements ou des fautes. Les répercussions sur les citoyens, est-ce qu'elles sont importantes? Est-ce que la CJUE, en interprétant les normes de l'Union européenne, est-ce qu'elle peut justement forcer l'État à changer sa législation au final, c'est ça? Les jugements rendus par la Cour doivent pouvoir être appliqués de manière harmonisée à l'intégralité des justiciables de l'Union, que ce soit des personnes privées ou des personnes morales. C'est-à-dire que un jugement rendu dans le cadre d'une procédure dans les juridictions françaises doit avoir le même effet en ce qui concerne une procédure dans le droit, dans une juridiction estonienne par exemple. Un justiciable doit pouvoir se prévaloir en dépit de l'ordonnancement juridique national et en dépit du système ou de la politique nationale, de ce droit de l'Union qui doit être appliqué de la même manière, avec la même force légale pour tout le monde. Le fait d'avoir cette juridiction qui se prononce et rend des jugements avec cette force légale va permettre d'imposer à toutes les juridictions nationales le respect total des remèdes effectifs et le droit à un procès équitable à l'ensemble des citoyens et justiciables de l'Union européenne. Et c'est la beauté de l'Union européenne, c'est la beauté du travail de la Cour. Bien sûr, ce n'est pas tout, c'est vraiment assez, je dirais pas rare, mais des recours individuels sont très peu nombreux au niveau de la Cour, entre institutions ou même concernant les États membres. Mais tout ce qui émane de cette juridiction va réellement permettre d'assurer les droits à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de se rendre compte de ce que l'Union européenne peut faire pour nous, même et surtout nous les jeunes, aujourd'hui, il est temps de connaître nos droits pour pouvoir vraiment profiter pleinement de tout ce qui nous est offert. Parce que ça ne se résume pas uniquement à rendre des arrêts ou trancher des questions d'interprétation, mais c'est réellement un droit qui évolue, c'est un droit qui est fait au quotidien et qu'il faut qu'on puisse en bénéficier de plus en plus. Alors du coup, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus light, un petit peu plus cool. Comment est-ce que c'est la vie au Luxembourg? Parce que c'est quand même, c'est pas du tout comme la France, j'imagine. Enfin, ça reste quand même un pays européen. Mais ça doit être assez différent quand même. C'est une beaucoup plus petite ville, c'est assez sympa. Mais la Cour de justice de l'Union européenne, pour le rappeler aux auditeurs, se trouve à Luxembourg. Et du coup, comment est-ce que c'est la vie là-bas? C'est mignon. C'est pas ce à quoi on pourrait penser quand on parle du Luxembourg, mais ok. C'est vraiment très petit. Donc la course se situe en effet sur le plateau du Kirchberg. C'est entre autres le quartier européen à l'entrée Ouais. de la ville. Donc Luxembourg, très joli petit pays. En effet, la ville est très sympa. C'est pas très grand, Hmm. pas Hey, grand-chose à faire, mais des très beaux paysages. Vraiment, la ville en tant que telle est très très sympathique. Le Grund est un endroit absolument magnifique à explorer, que ce soit à pied ou avec les magnifiques ascenseurs en verre pour hmm. voir un peu la ville, des balades très sympas autour de Luxembourg, dans les villages à côté. Il y a Schengen, très intéressant à visiter également, même les villes frontalières allemandes comme Grevenmacher ou même Trèves. Dans le coin, on a des très beaux coins de balade près de la Moselle. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose pour le coup, car la situation sanitaire est un peu plus délicate. Les bars étaient encore ouverts jusqu'à jeudi dernier. Là, on est passé
à la fermeture du coup. Et au niveau de la cour, l'impact de la crise sanitaire se fait ressentir. Au niveau de la cour, bah, le régime de télétravail est généralisé pour le coup. On ne s'y rend pas beaucoup, sauf exception. Personnellement, j'y vais un peu plus d'habitude, tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de travailler sur place, même s'il n'y a pas grand monde. Mais bon, c'est comme ça. Bien sûr, Hmm, le respect des gestes barrières est très important. évidemment. Même pour déjeuner, pour les interactions avec les autres. Même si on ne voit pas nos équipes, pour le coup, j'ai été habitué avec mon ancien stage de ne pas trop voir mon équipe parce qu'il s'est déroulé pendant le premier confinement. Et maintenant, bah, pareil, je ne connais pas tout le monde, mais on travaille beaucoup ensemble, notamment par nos moyens de communication. On s'appelle assez souvent. Et certains jours, on se retrouve au cabinet. Jamais plus de 50% des effectifs par cabinet, mais on a quand même des audiences. Donc aujourd'hui, malheureusement, les audiences sont fermées au public. On ne peut pas venir y assister. En revanche, les juges siègent comme d'habitude lors de ces audiences. On reçoit les parties qui peuvent être présentes, viennent, ils plaident en respectant les gestes barrières, évidemment, les juges d'eux-mêmes. Et ceux qui ne peuvent pas être présents, bah, ça se passe en visioconférence, du coup. Mais toujours dans les salles d'audience, il n'y a pas de dérogation à ça. Ils siègent combien de fois par semaine, les juges, justement? C'est une cour qui rend souvent des décisions ou c'est... Alors oui, si vous pouvez suivre sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter ou autres, les décisions de la Cour, elles sont publiées toute la semaine. Toute la semaine, on a des arrêts qui sont rendus. Bien sûr, c'est des affaires, c'est un travail continu. Hein, ce n'est pas des affaires ponctuelles qui apparaissent, non, non. Donc, on a un calendrier judiciaire, en effet, où la Cour siège globalement quasiment tous les jours. Ça dépend des chambres, mais toutes les semaines, il y a des audiences, que ce soit des audiences de grande chambre, donc composées d'une quinzaine de juges environ, et puis les chambres de 10 juges, 5 juges et 3 juges, et plus rarement, beaucoup plus rarement, les audiences d'assemblée plénière. L'assemblée plénière, c'est surtout pour tout ce qui est administratif au sein de la cour ou c'est vraiment, ils rendent aussi des arrêts concernant des décisions? C'est la plus grande formation de jugement que l'on puisse Ouais, avoir. Elle peut concerner les affaires qui ont été délibérées en disant, voilà, quand les juges disent, on estime que cette affaire est d'une telle importance ou qui nécessite tellement d'attention ou de soucis du détail ou la question est tellement grande qu'il faut qu'on ait une formation d'assemblée plénière. Et également, l'assemblée plénière peut être convoquée quand la juge statue ou siège en tant que conseil disciplinaire, par exemple, contre des agents de l'Union, mais dans des cas très exceptionnels. Euh, voilà. Ça reste notamment pour les grandes affaires. C'est quelque chose d'assez rare, bien sûr. Et votre équipe, justement, elle est toujours orientée vers, enfin, comment dire, vous travaillez pour un seul juge ou vous travaillez pour la juridiction en général? C'est-à-dire, si n'importe quel juge peut vous demander Pas de du travailler tout. sur quelque On chose. travaille pour un seul juge. Là, pareil, Bien, notamment la d'accord. composition des cabinets est assez réglementée. En général, donc le cabinet d'un juge de la cour, je ne parle pas pour le tribunal, car c'est légèrement différent. Un juge à la cour va avoir 2 assistants et 3 référendaires. Et les 3 référendaires, donc, ils vont assister le juge dans, les, dans les instructions des dossiers, dans Hmm. la préparation des dossiers juges siégeants, juge rapporteur. Il a le droit à un stagiaire également. Et parfois, il y a un magistrat national qui est, entre autres, stagiaire également auprès d'un cabinet, qui va également aider le cabinet. Il y en a 13 actuellement à la Cour, dont une qui est procureure, qui est stagiaire en même temps que moi dans notre cabinet. Ok. On travaille exclusivement pour un seul juge, notre juge. Eh bien, ben, on s'approche tout doucement de la fin de notre ligne d'interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Bah, merci à vous. J'espère avoir apporté des clarifications sur des questions que vous aurez pu vous poser. Surtout pour les étudiants qui, notamment dans la filière euro, évidemment,
qui seraient intéressés par ce genre de choses, puisque la Cour de justice de l'Union européenne, j'imagine que c'est très prometteur pour beaucoup d'entre eux, évidemment. C'est un petit rêve quand même pour pas mal d'entre nous. Oui, c'était mon petit rêve quand Ah, j'étais étudiant. J'arrive toujours pas à y croire, mais me voici. Donc n'hésitez pas tous. Vous pouvez me contacter hein, s'il y a la moindre question. Et merci.